Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Rendez-vous politique. Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous vous mettrez à suivre cette émission. Eh bien, pour ce soir, nous sommes avec une figure connue qu'on ne présente plus, mais qui a disparu à un moment donné de la scène politique congolaise. Il s'agit de monsieur Faustin Luanga Mukela, ancien conseiller économique et en matière de développement du président de la République, Joseph Kabila. Il est également haut fonctionnaire, actuellement d'ailleurs, haut fonctionnaire au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Bonsoir, monsieur Faustin. Bonsoir, Alain. Alors, Faustin Mukela Luanga, on l'a connu ici aussi lors des élections 2006 comme candidat malheureux aux législatives. Mais avant d'aborder d'abord ce chapitre, comment vous vous portez? Moi, je me porte très bien, je crois que vous pouvez le voir. Je suis en très bonne santé et content de revenir au Congo. J'aime le travail que j'ai toujours effectué à travers le monde, à savoir conseiller différents pays de par le monde sur la gouvernance commerciale et financière au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Vous le savez très bien, avant de devenir conseiller le président Kabila, j'ai toujours été fonctionnaire international. C'est mon boulot. Je suis économiste de formation et de profession. Et j'ai toujours pratiqué l'économie. Mais ça n'a pas créé une rupture lorsque vous êtes devenu conseiller à la présidence ici avec votre institution, l'OMC? Non, ce n'était pas une rupture, c'est la continuité. Parce que ce que je faisais à l'OMC, ce que je continue à faire à l'OMC, c'est conseiller différents gouvernements à travers le monde, dans le monde entier, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, et sur les différents aspects du développement. C'est ce que je faisais, c'est ce que je suis revenu. Pour moi, ce n'était qu'une transition. Et c'était quelque chose de noble de rentrer servir son pays à un moment aussi important. Le Congo venait de traverser et était complètement isolé. Le chef de l'État, Laurent Kabila, venait d'être assassiné d'une façon bizarre. Et quand, à l'époque, on a fait appel à moi, ce n'était pas pour des raisons politiques, je crois que c'était pour des raisons d'expertise avérée et d'expérience confirmée. Et on a jeté les jalons de différentes réformes qui portent aujourd'hui des fruits pour l'économie congolaise. Alors je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez parmi les candidats malheureux aux législatives de 2006. Est-ce que ça ne vous a pas laissé un goût amer? Non, non, non. Vous savez, la politique, c'est comme du sport. C'est comme du sport. Et à la fin, en politique, il n'y a pas de match nul aux élections. Il doit y avoir au moins un vainqueur. Et pour ces élections, le vainqueur a été proclamé, c'est lui qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, et son Excellence Alexis Thambwe Mwamba, que j'ai félicité. Après ça, j'ai encaissé les coups. Vous savez, on est de deux générations différentes. Il est mon aîné et moi je suis son cadet. Il a gagné les élections, je l'ai félicité. Bon, c'est à lui qu'incombe la responsabilité du mandat politique. Et moi, entre-temps, je reste congolais, je reste citoyen d'abord de ma province et citoyen congolais, et je suis... Votre province, le Maniema, que vous aimez tant. Oui. Alors, vous sembliez à l'époque contester les résultats de cette élection. Bon, si mais avec le recul du temps, vous êtes assagi, vous avez dit, bon, ça ne sert à rien. Je n'ai pas contesté les élections parce que je n'ai pas été au tribunal. La contestation doit être légale. Déception, oui, et c'est avéré, je demeure très populaire au Maniema. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous n'avez qu'à interroger les gens et on vous dira que non. Et chacun a sa vision de développement. Chacun a sa vision de faire changer les choses dans sa province. Bon, j'avais la mienne. Il s'est avéré que la majorité de la population de la ville de Kindu a voté pour M. Thambwe. Il faut accepter le verdict des urnes. C'est cela la démocratie. Il ne faut pas s'imposer, contester tout le temps. Non, moi, je suis né et j'ai évolué dans dans des milieux où je vis en Suisse. La démocratie, c'est quelque chose d'inné chez les Suisses. Et on accepte tout. C'est la population, c'est la voix populaire. Je ne contesterai jamais. Bien sûr, est-ce qu'il y avait des fraudes, il y avait des quoi? Bon, ça, c'est l'historien qui dira. Je ne l'ai pas contesté, je l'ai accepté. Et vous savez, le mandat passe vite, c'est déjà fini. Et lui-même, il n'est pas resté député pendant longtemps. Il est actuellement ministre. Alors, vous avez fait allusion à la Suisse, qui est un pays de vieille démocratie, et vous avez dit que la démocratie marche bien. Quelqu'un a dit que la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Lorsque vous regardez toute la vague des contestations qu'il y a après les élections en Afrique, vous dites quoi?
Non, l'Afrique est malade de ses dirigeants, ça c'est simple, ce n'est pas question de luxe. Vous savez, la population suit les dirigeants. Quand vous avez des dirigeants dont ils font des mandats politiques et carrières politiques, ils se trompent de cible. Quand vous êtes élu, vous avez un mandat que vous allez servir. Ne changez pas des constitutions, ne changez pas des règles de jeu. Laissez les choses telles que et ça s'applique à vous. Imaginez un match de football où on changeait des règles du jeu à court et à bon vouloir. Quelle équipe gagnerait? Si je suis plus fort, ce n'est plus 90 minutes, il faut prolonger jusqu'à ce que je vais gagner. Non. Les règles démocratiques doivent être claires, immuables et non transparentes. La Constitution, c'est quelque chose d'important qu'il ne faut pas changer au bon vouloir. Qu'est-ce qu'on constate malheureusement en Afrique? Ce sont des gens qui arrivent, qui s'accrochent complètement, qui ne veulent plus partir. Si on a dit le mandat de 2 ans, mais respectez 2 termes de mandat, 2 fois 5 ans, mais respectez les mandats. Et quand on sera habitué à ce genre de respect, on verra que la démocratie, ce n'est pas un luxe. La démocratie n'est pas synonyme de développement ou de progrès, mais la démocratie est nécessaire parce que ça permet à tout le monde, au moins, de participer sans contrainte, de respecter les droits fondamentaux, les droits de l'homme, de respecter les droits des libertés, d'étudier, les droits de base, la déclaration des droits de l'homme. Au-delà de ça, de donner la parole au peuple souverain pour se choisir des leaders de son choix. Il n'y a pas autre chose que la démocratie que ça. Et s'opposer à ça, c'est s'opposer à une volonté populaire, c'est friser la dictature. Vous êtes basé en Suisse, oui. Vous l'avez dit, oui. Aujourd'hui vous êtes pour le moment à Kinshasa, vous êtes de retour donc, dans votre pays. Oui. Lorsque vous voyez tout ce qui est fait ici, vous pensez que la population avait bien choisi en 2006? Oh, là, tu sais, il faut respecter ce qui a été proclamé. C'est ça la légalité. Hein? Il y a un aspect légal dans la démocratie. Il y a la majorité, il y a la minorité. D'après les chiffres qui ont été publiés, le président Kabila a gagné ces élections. Il ne m'appartient pas à moi d'apprécier, de contester où il a gagné de quelle manière, Jean-Pierre Memba a perdu de quelle façon, mais de prendre cause des résultats qui ont été publiés par des institutions qui étaient habilitées à les faire. Cela étant dit, est-ce que les promesses électorales ont été tenues? À chacun appréciera à son tour. Mais vous-même, qu'est-ce que vous dites? Comment appréciez-vous lorsque vous voyez tous les chantiers qui sont en marche? Bon, il y a peu de chantiers en marche, il y a quelques chantiers en marche. Bon, pour moi, je ne suis pas impressionné. Je circule à travers le monde, je vois de gros chantiers plus que ce qui est au Congo. Mais pour les Congolais moyens qui ne sortent pas souvent, qui ne voient pas de grands chantiers à travers le monde, il est impressionné. Mais quand on compare ce qui se faisait avant et ce qui se fait actuellement, on a l'impression qu'il y a quand même des changements, il y a quelques chantiers. Il faut que ça s'installe dans la durée. Les chantiers qui ne se terminent pas, ce n'est pas le progrès. On a vu à l'époque de Mobutu des chantiers commencés, mais n'est jamais terminés. Tout ce que nous pouvons souhaiter, que l'ensemble des chantiers commencés seront terminés, seront entretenus, maintenus, et qu'il y aura la durabilité, la soutenabilité, la continuité. C'est cela le progrès. Si vous lancez des chantiers et vous ne les terminez pas, à quoi bon? Il est très tôt pour dire que ça a porté des fruits. Mais il faut féliciter ne fût-ce que l'initiative de commencer ces différents chantiers. À vous entendre parler, vous êtes très critique sur ce qui s'est fait. Parce que Rome n'a pas été construit en un seul jour, il faut commencer quelque part. Mais je l'ai dit, j'ai dit il faut saluer l'initiative des débuts. Je crois que tout le monde qui critique n'est pas contre. C'est ça l'erreur qu'on fait. Une critique constructive vous pousse à l'évaluation. Quand vous êtes un bon leader, un bon manager, vous vous soumettez à la critique, vous vous soumettez à l'évaluation. On apprécie les travaux qui ont commencé, mais d'autre part, on observe par-ci par-là, on apprend par-ci par-là qu'il y a de sérieux problèmes de gouvernance, il y a la corruption rampante qu'on n'arrive pas à mettre fin. J'ai appris, vous êtes de la presse, que le boulevard du 30 juin qui a été bien fait a coûté 72 millions de dollars. C'est quand même exagéré pour 6 km. Que le pavillon qui a été fait à l'aéroport, la salle d'accueil présidentielle, a coûté 32 millions pour un pavillon. C'est quand même trop cher comme prix.
Mais si pour chaque chantier, les prix doivent être multipliés par 3, par 4, par 5, il n'y aura pas alors de bons chantiers au Congo. Il faut combattre cela. Et on ne combat cela qu'en critiquant, qu'en appréciant. C'est de cette manière-là qu'on peut s'améliorer. C'est de cette manière que vous pouvez situer ma critique. Vous savez, pour qu'il y ait des changements perceptibles au Congo, il faut qu'il y ait beaucoup de chantiers. Beaucoup. Le peuple congolais, le peuple quinois est habitué à vivre dans l'informel. L'informel, c'est-à-dire chacun s'adapte, adapte son revenu. Les salaires sont très bas. Vous pouvez doubler les salaires. Celui qui touchait 100 $, il a touché 200, il continue à être dans la pauvreté. C'est que pour faire sortir ça, il faut qu'il y ait la production, il faut qu'il y ait de la transformation, et il faut qu'il y ait une vision qui amène tout ça. Et ça doit dépasser les 9 milliards de dollars qui sont descendus à 6 milliards de Mais est-ce que lorsque vous étiez aux affaires, vous émettiez les mêmes critiques? Oui, oui, oui. J'ai été un des conseillers les plus sincères du chef de l'État. Et il était réceptif? En tout cas, quand moi j'étais là, le chef de l'État, je l'ai connu comme quelqu'un avec une grande écoute. Bon, je ne suis plus son conseiller. Est-ce qu'il a gardé la même écoute, capacité d'écoute? Ça, je ne peux pas affirmer. Mais le rôle d'un conseiller, c'est quoi? C'est de dire la vérité. C'est comme un éclaireur. C'est pour cela qu'on a fait appel à moi ou à vous pour conseiller un domaine où vous avez de l'expertise. Vous ne pouvez pas vous attendre que tous les leaders ont l'expertise partout. Non. Et ils lancent le rôle des conseillers, des collèges des conseillers, c'est d'orienter, d'éclairer, de proposer. Faites des propositions avec des différents scénarios et vous verrez que ça marche ou ça ne marche pas. C'est à lui de consommer les conseils. Et est-ce que ça va pour le moment? On verra dans la durée. Alors justement, selon vous, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas encore? Au Congo? Oui. Bon, on peut apprécier quand même les pays sur le plan économique, ce que moi je gérais et j'ai conseillé quand j'étais là. On a atteint le point d'achèvement, c'est-à-dire l'annulation de la dette. Ça n'a pas été facile. Les réformes que les groupes de Freddy Matungulu et moi-même, quand j'étais à la présidence, ont lancées, ont été couronnées 9 ans après. Ça aurait pu être 4 ans après, 9 ans après, ça fait 5 ans de retard. Mais c'est couronné de succès. Il faut saluer les gens qui dirigent pour le moment ces secteurs. Mais il y a des petites erreurs. Quand vous dites les finances publiques dégagent un surplus, vous ne pouvez pas parler de surplus des finances publiques quand les gens ne sont pas payés. C'est que par rapport aux engagements en cours, vous n'êtes pas en surplus. C'est qu'il y a un petit problème là de communication. Les francs congolais se déprécient en cascade et se situe autour de 900, quand nous on l'avait laissé autour de 350. Bon, ça fait 50 cela. Et tout ça, ça pose des problèmes. Sur le plan de finance, ça marche. Le social, ça va prendre du temps, parce que le social, c'est quoi? C'est l'habitation, c'est l'éducation, c'est l'emploi, et ça fait beaucoup de choses, et ça prend beaucoup de temps pour qu'on voit les signes perceptibles. La santé, c'est la même chose. Les infrastructures, le Congo, le tissu économique était tellement délabré que ça va prendre du temps. Mais qu'on finisse ne fût-ce que ce qu'on a commencé. Hein? Qu'on finisse ce qu'on a commencé, là on peut dire. Ça fait 5 ans qu'il y a eu ce mandat, ces chantiers sont là. La préparation a pris un peu beaucoup de temps parce qu'il y avait un peu de cacophonie au début. Il y avait des cacophonies au début qui ont été dénoncées dans les institutions auxquelles moi j'appartiens. Les institutions internationales ont dénoncé les cacophonies, par exemple pour le projet, la transparence dans les passations des marchés. Et c'est ce qu'on arrive à critiquer. Quand tout est transparent, on va saluer que tout va bien. Tout va bien. Le président lui-même a dit qu'il faut combattre la pauvreté, qu'il faut combattre la corruption, que les portes des prisons seront largement ouvertes. Je n'ai pas vu les dirigeants qui ont volé ou les corruptions avérées qu'on a envoyées. Ça, c'est le rôle des magistrats, le rôle de cours et tribunaux. Lui, il ne peut pas le faire. Hein. En tout cas, on va encore l'accuser d'être... On ne fait pas, non, ne nous trompons pas de cible. Je ne fais pas le procès des chefs de l'État ici. Oui. Je fais le procès d'un système. Oui. C'est la 3e fois qu'on change les magistrats en un seul mandat. C'est qu'il y a un petit problème. Si vous changez 3 fois les capitaines d'équipe de football, il y a un problème de stratégie là-dessus. Hein? Bon, chaque institution doit faire son rôle, son travail. C'est très bien. Il y a séparation de pouvoir, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire.
Bon, on ne va pas jouer à ce jeu de séparation de pouvoir. On sait qu'il y a séparation des faits des pouvoirs, mais il y a séparation théorique des pouvoirs. Mais jusque-là, il y a un peu d'interférence et j'ai appris, par exemple, qu'on cherche à changer la Constitution pour ramener un peu la couverture juridique et sous la coupe des chefs de l'État. C'est un recul, à mon sens. C'est un recul. Et vous avez parlé de la lutte contre la corruption. Pour vous, cette lutte, le combat contre la corruption, qui est un fléau d'ailleurs, devait commencer par quoi? Qu'est-ce qui manque pour booster cette... Vous savez, la gouvernance, oui. c'est quoi? La bonne gouvernance, il y a la prévisibilité. On doit savoir ce qui a été prévu. On doit savoir les moyens qui ont été alloués à ça. Comme ça, tout le monde peut vérifier. Vous avez un budget qui reflète les ambitions politiques du gouvernement, qui est voté. Et vous avez à la fin un budget qui est exécuté. Et quand vous comparez, vous voyez des écarts, vous devez expliquer ces écarts. Parce que tout peut-être ne pas du vol. Ça peut être des détournements, ça peut être des problèmes d'affectation des fonds, ça peut être des problèmes d'encaissement ou de décaissement de fonds. Et quand le fonds n'est pas là, et quand ça ne s'explique pas, et quand il n'y a pas de contrôle, et quand il y a des freins au contrôle, vous pouvez contrôler, déceler les problèmes, mais qu'il y ait la sanction à la fin du contrôle. La sanction n'est pas seulement négative, elle peut être positive. Mais quand il n'y a pas de sanction, à quoi sert le contrôle? L'évaluation est là pour savoir si c'est bien, si c'est mauvais. Et à la fin de l'évaluation, on s'attend à l'action. Mais c'est quand même paradoxal, vous appartenez aux institutions internationales. Les mêmes institutions internationales parlent de mauvaise gouvernance.